Aujourd'hui, je te présente ma tasse vintage Bref. Elle était chez nous quand j'étais petite. Elle est même made in England. Et le café, voilà, s'en vient. Ça se peut que tu entendes mes petits en arrière-plan parce que c'est de la conciliation, lecture, famille, isolement. Et j'arriverai jamais à faire cette chose sans que tu les entendes, je pense. Et voilà, le beau moment du bonhomme. Je sais pas pourquoi c'est plus tough aujourd'hui. Et on verse. La boucane de café, c'est une chose que j'aime beaucoup aussi. Alors, je te présente ma table jaune. La dernière fois, on s'était laissé sur quelques minuties. Alors, on va voir c'était quoi ces minuties-là. Le matin du 16 avril, le docteur Bernard Rieux sortit de son cabinet et buta sur un rat mort, au milieu du palier. Sur le moment, il écarta la bête sans y prendre garde et descendit l'escalier. Mais, arrivé dans la rue, la pensée lui vint que ce rat n'était pas à sa place. Et il retourna sur ses pas pour avertir le concierge. Devant la réaction du vieux monsieur Michel, il sentit mieux ce que sa découverte avait d'insolite. La présence de ce rat mort lui avait paru seulement bizarre, tandis que, pour le concierge, elle constituait un scandale. La position de ce dernier était d'ailleurs catégorique. Il n'y avait pas de rat dans la maison. Le docteur eut beau l'assurer qu'il y en avait un sur le palier du premier étage et probablement mort. La conviction de M. Michel restait entière. Il n'y avait pas de rat dans la maison. Il fallait donc qu'on eût apporté celui-ci du dehors. Bref, il s'agissait d'une farce. Le soir même, Bernard Rieux, debout dans le couloir de l'immeuble, cherchait ses clés avant de monter chez lui, lorsqu'il vit surgir du fond obscur du corridor un gros rat à la démarche incertaine et au pelage mouillé. La bête s'arrêta, sembla chercher un équilibre, prit sa course vers le docteur, s'arrêta encore, tourna sur elle-même avec un petit cri et tomba enfin en rejetant du sang par les babines entr'ouvertes. Le docteur la contempla un moment et remonta chez lui. Ce n'était pas au rat qu'il pensait. Ce sang rejeté le ramenait à sa préoccupation. Sa femme, malade depuis 1 an, devait partir le lendemain pour une station de montagne. Il la trouva couchée dans leur chambre, comme il lui avait demandé de le faire. Ainsi se préparait-elle à la fatigue du déplacement. Elle souriait. « Je me sens très bien, » disait-elle. Le docteur regardait le visage tourné vers lui dans la lumière de la lampe de chevet. Pour Rieux, à 30 ans et malgré les marques de la maladie, ce visage était toujours celui de la jeunesse, à cause peut-être de ce sourire qui emportait tout le reste. « Dors si tu peux, » dit-il. « La garde viendra à 11 heures et je vous mènerai au train de midi. » Il embrassa un front légèrement moite. Le sourire l'accompagna jusqu'à la porte. Le lendemain 17 avril, à 8 heures, le concierge arrêta le docteur au passage et accusa des mauvais plaisants d'avoir déposé 3 rats morts au milieu du couloir. On avait dû les prendre avec de gros pièges car ils étaient pleins de sang. Le concierge était resté quelque temps sur le pas de la porte, tenant les rats par les pattes et attendant que les coupables voulussent bien se trahir par quelques sarcasmes. Mais rien n'était venu. « Ah, ceux-là, » disait M. Michel, « je finirai par les avoir. » Intrigué, Rieux décida de commencer sa tournée par les quartiers extérieurs où habitaient les plus pauvres de ses clients. La collecte des ordures s'y faisait beaucoup plus tard et l'auto qui roulait le long des voies droites et poussiéreuses de ce quartier frôlait les boîtes de détritus, laissées au bord du trottoir. Dans une rue, qu'il longeait ainsi, le docteur compta une douzaine de rats jetés sur les débris de légumes et les chiffons sales. Il trouva son premier malade au lit, dans une pièce donnant sur la rue et qui servait à la fois de chambre à coucher et de salle à manger. C'était un vieil Espagnol au visage dur et raviné. Il avait devant lui, sur la couverture, 2 marmites remplies de pois. Au moment où le docteur entrait, le malade, à demi dressé dans son lit, se renversait en arrière pour tenter de retrouver son souffle caillouteux de vieil asthmatique. Sa femme apporta une cuvette. « Hein, docteur ?» dit-il pendant la piqûre. « Ils sortent, vous avez vu ?»
Oui, dit la femme, le voisin en a ramassé 3. Le vieux se frottait les mains. Ils sortent, on en voit dans toutes les poubelles, c'est la fin. Rieux n'eut pas de peine à constater ensuite que tout le quartier parlait des rats. Ses visites terminées, il revint chez lui. « Il y a un télégramme pour vous là-haut, » dit M. Michel. Le docteur lui demanda s'il avait vu de nouveaux rats. « Je pense que c'est le temps d'une gorgée. » Gorgée? Tu as aussi vu mon agenda et mon cahier. Je reprends. « Ah non, » dit le concierge. « Je fais le guet, vous comprenez? Et ces cochons-là n'osent pas. » Le télégramme avertissait Rieux de l'arrivée de sa mère pour le lendemain. Elle venait s'occuper de la maison de son fils, en l'absence de la malade. Quand le docteur entra chez lui, la garde était déjà là. Rieux vit sa femme debout, en tailleur avec les couleurs du phare. Il lui sourit. « C'est bien, dit-il. Très bien. » Un moment après, à la gare, il l'installait dans le wagon-lit. Elle regardait le compartiment. « C'est trop cher pour nous, n'est-ce pas? »« Il le faut, » dit Rieux. « Qu'est-ce que c'est que cette histoire de rat? » ?»« Je ne sais pas. C'est bizarre, mais cela passera. » Puis il lui dit très vite qu'il lui demandait pardon. Il aurait dû veiller sur elle. Il l'avait beaucoup négligée. Elle secouait la tête comme pour lui signifier de se taire. Mais il ajouta « Tout ira mieux quand tu reviendras. Nous recommencerons. » « Oui, dit-elle, les yeux brillants. Nous recommencerons. » Un moment après, elle lui tournait le dos et regardait à travers la vitre. Sur le quai, les gens se pressaient et se heurtaient. Le chuintement de la locomotive arrivait jusqu'à eux. Il appela sa femme par son prénom et, quand elle se retourna, il vit que son visage était couvert de larmes. « Non, » dit-il doucement. Sous les larmes, le sourire revint, un peu crispé. Elle respira profondément. « Va-t'en, tout ira bien. » Il la serra contre lui, et sur le quai maintenant de l'autre côté de la vitre, il ne voyait plus que son sourire. « Je t'en prie, » dit-il, « veille sur toi. » Mais elle ne pouvait pas l'entendre. Près de la sortie sur le quai de la gare, Rieux heurta M. Othon, le juge d'instruction, qui tenait son petit garçon par la main. Le docteur lui demanda s'il partait en voyage. M. Othon, long et noir, et qui ressemblait moitié à ce qu'on appelait autrefois un homme du monde, moitié à un croque-mort, répondit d'une voix aimable, mais brève, « J'attends Madame Othon, qui est allée présenter ses respects à ma famille. » La locomotive siffla. « Les rats, » dit le juge. Rieux eut un mouvement dans la direction du train, mais se retourna vers la sortie. « Oui, dit-il, ce n'est rien. » Tout ce qu'il retint de ce moment fut le passage d'un homme d'équipe qui portait sous le bras une caisse pleine de rats morts. L'après-midi du même jour, au début de sa consultation, Rieux reçut un jeune homme dont on lui dit qu'il était journaliste et qu'il était déjà venu le matin. Il s'appelait Raymond Rambert. Court de taille, les épaules épaisses, le visage décidé, les yeux clairs et intelligents, Rambert portait des habits de coupe sportive et semblait à l'aise dans la vie. Il alla droit au but. Il enquêtait pour un grand journal de Paris sur les conditions de vie des Arabes et voulait des renseignements sur leur état sanitaire. Rieux lui dit que cet état n'était pas bon, mais il voulait savoir, avant d'aller plus loin, si le journaliste pouvait dire la vérité. « Certes, » dit l'autre. « Je veux dire, pouvez-vous porter condamnation totale? » « Totale, non, il faut bien le dire, mais je suppose que cette condamnation serait sans fondement. » Doucement, Rieux dit qu'en effet, une pareille condamnation serait sans fondement, mais qu'en posant cette question, il cherchait seulement à savoir si le témoignage de Rambert pouvait ou non être sans réserve. « Je n'admets que les témoignages sans réserve. Je ne soutiendrai donc pas le vôtre de mes renseignements. »« C'est le langage de Saint-Just, » dit le journaliste en souriant. Note to self, Saint-Just, 1767-1794, grande figure de la Révolution française, conventionnel ennemi des compromis, des concessions, intransigeant, arrêté et guillotiné avec Robespierre. Rieux dit sans élever le ton qu'il n'en savait rien, mais que c'était le langage d'un homme lassé du monde où il vivait, ayant pourtant le goût de ses semblables et décidé à refuser, pour sa part, l'injustice et les concessions.
Rambert, le cou dans les épaules, regardait le docteur. « Je crois que je vous comprends, dit-il, enfin en se levant. Le docteur l'accompagnait vers la porte. « Je vous remercie de prendre les choses ainsi. » Rambert parut impatienté. « Oui, dit-il, je comprends. Pardonnez-moi ce dérangement. » Le docteur lui serra la main et lui dit qu'il y aurait un curieux reportage à faire sur la quantité de rats morts qu'on trouvait dans la ville en ce moment. « Ah !» s'exclama Rambert. « Cela m'intéresse. » À 17 heures, comme il sortait pour de nouvelles visites, le docteur croisa dans l'escalier un homme encore jeune, à la silhouette lourde, au visage massif et creusé, barré d'épais sourcils. Il l'avait rencontré quelquefois chez les danseurs espagnols qui habitaient le dernier étage de son immeuble. Jean Taroux fumait une cigarette avec application en contemplant les dernières convulsions d'un rat qui crevait sur une marche à ses pieds. Il leva sur le docteur un regard calme et un peu appuyé de ses yeux gris, lui dit bonjour et ajouta que cette apparition des rats était une curieuse chose. « Oui, dit Rieux, mais qui finit par être agaçante. Dans un sens, docteur, dans un sens seulement. Nous n'avons jamais rien vu de semblable, voilà tout. Mais je trouve cela intéressant, oui, positivement intéressant. » Taroux passa la main sur ses cheveux pour les rejeter en arrière, regarda de nouveau le rat, maintenant immobile, puis sourit à Rieux. « Mais en somme, docteur, c'est surtout l'affaire du concierge. » Justement, le docteur trouva le concierge devant la maison, adossé au mur près de l'entrée, une expression de lassitude sur son visage, d'ordinaire congestionné. « Oui, je sais, » dit le vieux Michel à Rieux qui lui signalait la nouvelle découverte. « C'est par 2 ou 3 qu'on les trouve maintenant. Mais c'est la même chose dans les autres maisons. » Il paraissait abattu et soucieux. Il se frottait le cou d'un geste machinal. Rieux lui demanda comment il se portait. Le concierge ne pouvait pas dire. Bien entendu que ça n'allait pas. Seulement, il ne se sentait pas dans son assiette. À son avis, c'était le moral qui travaillait. Ces rats lui avaient donné un coup et tout irait beaucoup mieux quand ils auraient disparu. Mais le lendemain matin, 18 avril, le docteur qui ramenait sa mère de la gare trouva M. Michel avec une mine encore plus creusée. De la cave au grenier, une dizaine de rats jonchaient les escaliers. Les poubelles de la maison voisine en étaient pleines. La mère du docteur apprit la nouvelle sans s'étonner. Ce sont des choses qui arrivent. C'était une petite femme aux cheveux argentés, aux yeux noirs et doux. « Je suis heureuse de te revoir, Bernard, » disait-elle. « Les rats ne peuvent rien contre ça. » Lui approuvait. C'était vrai qu'avec elle, tout paraissait toujours facile. Rieux téléphona cependant au service communal de dératisation, dont il connaissait le directeur. Celui-ci avait-il entendu parler de ces rats qui venaient en grand nombre mourir à l'air libre? Mercier, le directeur, en avait entendu parler et, dans son service même, installé non loin des quais, on en avait découvert une 50aine. Il se demandait cependant si c'était sérieux. Rieux ne pouvait pas en décider, mais il pensait que le service de dératisation devait intervenir. « Oui, » dit Mercier avec un ordre. « Si tu crois que ça vaut vraiment la peine, je peux essayer d'obtenir un ordre. »« Ça en vaut toujours la peine, » dit Rieux. Sa femme de ménage venait de lui apprendre qu'on avait collecté plusieurs centaines de rats morts dans la grande usine où travaillait son mari. C'est à peu près à cette époque, en tout cas, que nos concitoyens commencèrent à s'inquiéter. Car, à partir du 18, les usines et les entrepôts dégorgèrent, en effet, des centaines de cadavres de rats. Dans quelques cas, on fut obligé d'achever les bêtes, dont l'agonie était trop longue. Mais depuis les quartiers extérieurs jusqu'au centre de la ville, partout où le docteur Rieux venait à passer, partout où nos concitoyens se rassemblaient, les rats attendaient en tas, dans les poubelles ou en longues files dans les ruisseaux. La presse du soir s'empara de l'affaire, dès ce jour-là, et demanda si la municipalité, oui ou non, se proposait d'agir et quelles mesures d'urgence elle avait envisagées pour garantir ses administrés de cette invasion répugnante. La municipalité ne s'était rien proposé et n'avait rien envisagé du tout, mais commença par se réunir en conseil pour délibérer. L'ordre fut donné au service de dératisation de collecter les rats morts tous les matins à l'aube. La collecte finie, 2 voitures du service devraient porter les bêtes à l'usine d'incinération des ordures afin de les brûler. Mais, dans les jours qui suivirent, la situation s'aggrava. Le nombre des rongeurs amassés allait croissant et la récolte était tous les matins plus abondante.
Dès le 4e jour, les rats commencèrent à sortir pour mourir en groupe. Des réduits, des sous-sols, des caves, des égouts, ils montaient en longues files titubantes pour venir vaciller à la lumière, tourner sur eux-mêmes et mourir près des humains. La nuit, dans les couloirs ou les ruelles, on entendait distinctement leurs petits cris d'agonie. Le matin, dans les faubourgs, on les trouvait étalés à même le ruisseau, une petite fleur de sang sur le museau pointu, les uns gonflés et putrides, les autres raidis, les moustaches encore dressées. Dans la ville même, on les rencontrait par petits tas, sur les paliers ou dans les cours. Ils venaient aussi mourir isolément dans les halls administratifs, dans les préaux d'école, à la terrasse des cafés quelquefois. Nos concitoyens stupéfaits les découvraient aux endroits les plus fréquentés de la ville. La place d'Armes, les boulevards, la promenade du front de mer, de loin en loin, étaient souillés. Nettoyée à l'aube de ces bêtes mortes, la ville les retrouvait peu à peu, de plus en plus nombreuses, pendant la journée. Sur les trottoirs, il arrivait aussi, à plus d'un promeneur nocturne, de sentir sous son pied la masse élastique d'un cadavre encore frais. On eût dit que la terre même où étaient plantées nos maisons se purgeait de son chargement d'humeur, qu'elle laissait monter à la surface des furoncles et des sanies, qui jusqu'ici, de l'utilité d'avoir un bob chez soi, qu'est-ce qu'une sanie? Matière purulente, humeur fétide mêlée de sang qui s'écoule des plaies infectées. J'espère que tu n'es pas en train de manger pendant que tu m'écoutes. Et des sanies, donc, qui jusqu'ici la travaillaient intérieurement. Qu'on envisage seulement la stupéfaction de notre petite ville, si tranquille jusque-là, et bouleversée en quelques jours, comme un homme bien portant dont le sang épais se mettait tout d'un coup en révolution. Alors, sur un bruit, page qui tourne. Je vais te dire à la prochaine parce que ma voix a besoin d'aller se reposer. Ok, bye!